Priorité au direct, on va tout de suite écouter le discours de Marine Le Pen. Ça se passe à Toulouse. Mais vous êtes là. Vous êtes là un jour important. Et je me permets de saluer au nom de la ville rose tous nos compatriotes d'outre-mer, de l'étranger, mais aussi les milliers d'internautes qui nous suivent en direct de par la France et de par le monde. Alors, mes amis, aujourd'hui, la classe politique a fait un rêve. Si elle n'était pas là, quel aveu! Quel aveu de la part du système qui, depuis des semaines, essaye de nous empêcher d'obtenir les parrainages nécessaires à ma présence à l'élection présidentielle. Cette classe politique qui répète et les uns et les autres depuis un certain nombre de jours la même chose, les mêmes mots. Ah oui, c'est sûr, ce serait ennuyeux si Marine Le Pen ne pouvait pas être présente, mais c'est comme ça. C'est la loi. Non, ça n'est pas la loi. C'est le chantage. Le chantage qu'ils effectuent sur les maires de petites communes, par l'intermédiaire des conseils régionaux, par l'intermédiaire des conseils généraux, par l'intermédiaire des communautés d'agglomération et des communautés de communes. C'est la peur qu'ils essayent d'instiller chez ces maires, en leur disant « mais si vous parrainez Marine Le Pen, imaginez ce qui se passera si elle est au second tour. » Et les pressions vont en montant. Et ils ne sont pas seulement contents de tenter de nous empêcher d'être présents, en plus, ils osent nous accuser de mensonges. Et c'est ainsi que vous avez entendu Le Figaro, M. Hollande, Madame Aubry, M. Fillon, Libération, Madame Morano, M. Drey, M. Barouin, M. Mélenchon venir dire « mais Marine Le Pen, elle bluffe quand elle dit qu'elle n'a pas ses parrainages. » C'est-à-dire que non seulement ça ne leur suffit pas de tenter de nous empêcher d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, mais de surcroît, ils sont en train de laisser croire aux maires de petites communes que nous sommes des menteurs. Ce sont eux les menteurs. Au moment où je vous parle, mes chers amis, plus jamais, plus une seule fois, vous n'autoriserez un des membres de cette clique à venir vous donner des leçons de démocratie ou de république. Jamais ne les autoriser à venir donner une leçon quelconque. Parce qu'enfin, ça n'est pas de moi dont ils ont peur, c'est de vous. Ça n'est pas moi qu'ils veulent empêcher d'être présente à l'élection présidentielle. C'est vous, peuple de France. Ça n'est pas moi qu'ils cherchent à faire taire, c'est vous qu'ils cherchent à faire taire. Alors, comme si les choses étaient déjà acquises, comme si, oh ben mon Dieu, oui c'est vrai, c'était regrettable, mais si elle n'était pas là. Ah, quel bonheur! Et ils viennent nous expliquer que ça ne changerait pas grand-chose, somme toute. Ils osent venir nous dire que vous, peuple de France, si demain on vous empêchait de pouvoir choisir votre candidate, vous voteriez pour Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous voteriez pour Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous voteriez pour François Hollande? Voilà, messieurs, la réponse du peuple de France à vos minables sondages, à vos minables manipulations. Le peuple de France vous dit non. Le peuple de France, il est attaché à ce que vous avez oublié, omis, violé, la Constitution française.
La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Mes chers amis, ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans sont devant nous aujourd'hui en train de prendre cette Constitution et la déchirer devant les yeux du peuple français. Est-ce qu'on va les laisser faire ? Alors nous avons tenté de faire changer cette loi inique. Nous avons saisi le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, dans un désaveu spectaculaire, a confirmé qu'il y avait effectivement des pressions qui étaient effectuées sur les maires. Comme cela a été confirmé par l'ensemble des études qui ont été faites par les journaux. Mais c'est la loi. En tout cas, c'est encore la loi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel s'exprime. Alors c'est à nous tous de nous tourner vers les maires et leur dire qu'ils sont la dernière chance de la démocratie, qu'ils ne peuvent pas laisser le peuple français être privé du droit à disposer de lui-même. C'est donc pour la énième fois un message que je lance à tous les maires de France, à ceux qui sont les élus les plus proches de nos concitoyens, en leur disant « mais vous n'avez pas le droit ». Vous n'avez pas le droit de tourner la page de la démocratie dans notre pays. Ce serait la fin de notre pays, ce serait la fin des valeurs que notre pays porte encore aujourd'hui à travers le monde. Alors mes amis, comme je vous le disais, je ne suis en tout cas moi pas prête de me laisser faire. Je vais avec vous me battre jusqu'au bout. Parce que je porte l'espérance de la seule véritable opposition qui existe dans ce pays. La seule véritable opposition capable de renvoyer le système à ses chères études et de le mettre face au constat qui est le sien. Une ville rose dans la France bleu marine de demain. Voilà ce que je souhaite. Voilà ce que je souhaite aux Français et à notre pays. Oui, je veux le meilleur pour la France. Je lui veux le meilleur et le meilleur ne peut passer que par le changement. Oh, vous le savez bien, ce n'est pas en remettant une nouvelle fois dans le jukebox de l'UMPS une petite piécette qu'on pourra espérer que la musique change, que ça change enfin. Chômage, dette, immigration, sécurité, ils ont tout raté. Tout. Gauche, droite, centre. Ils se trompent sans cesse, mais ils continuent. Et permettez-moi, mes chers amis, de vous donner la clé pour comprendre pourquoi ils sont prêts à tout pour que rien ne change. La clé pour comprendre la raison qui explique leur immobilisme, leur incapacité à se remettre en cause, la glaciation idéologique dans laquelle ils sont plongés depuis des lustres. La clé pour comprendre tient en une phrase. Les candidats des partis en place ne sont pas des hommes libres. Enserrés dans les réseaux du pouvoir, ils n'ont pas la liberté de servir l'intérêt général, quand bien même ils en auraient l'envie ou même la capacité. Les candidats des vieux partis, la gauche, la droite, le centre, sont des hommes soumis à des groupes de pression, à des groupes d'intérêt, qui ne sont pas là pour défendre le peuple français, mais leurs privilèges. À la banque, par exemple, ils sont tous soumis, ayant méthodiquement organisé la toute-puissance
de la banque dans l'économie. Mais qui a privatisé la banque? La gauche et la droite. Qui a mis fin de façon parfaitement irresponsable à la salutaire séparation entre les banques de dépôt et les banques spéculatives? La gauche et la droite a suivi, ce qui permet aux banques spéculatives d'aller jouer au casino avec les économies que vous avez durement gagnées et qu'avec confiance, vous leur avez confiées. Ah, elle est belle la gauche, tiens, qui s'est soumise à la banque. Elle est belle la gauche de M. Hollande, qui a tout déréglementé, qui a livré notre économie, nos PME, nos TPE, nos PMI, au bon vouloir des grands banquiers. Mais il n'y a pas que les banques, il y a aussi les marchés financiers, mes chers amis. Et là aussi, ils sont tous soumis, encore une fois. C'est là bien la gauche qui a fait dans les années 80 ce qu'on a appelé le bing-bang financier. Comprenez? La remise des clés de la Maison France aux marchés financiers qui, depuis, envahissent nos vies, empoisonnent la politique de la France et décident de tout à votre place. Oui, c'est la gauche de M. Hollande. Ce sont ses amis, ce sont ceux qui rêveraient de nommer dans son gouvernement qui ont livré la France au marché financier. Je vais vous le dire, la force extraordinaire de François Hollande, lorsqu'il a l'hypocrisie et même le cynisme de déclarer qu'il va s'en prendre à la finance, réside en fait dans le silence complice de ceux qui devraient simplement informer les Français du mensonge qui fonde son discours. Car enfin, est-ce que quelqu'un va avoir le courage et l'honnêteté de dire que c'est le Parti socialiste qui a imposé en France la domination de la finance? C'est Jacques Delors, c'est Pierre Bérégovoy, c'est Pascal Lamy, le directeur de l'OMC, qui ont cédé devant le mur de l'argent avec l'acte unique et les 300 directives européennes de déréglementation qui permirent d'élargir à toute l'Union européenne cette puissance de la finance. Avec le zèle des nouveaux convertis, la gauche française a mis en place une libéralisation systématique et globale des capitaux par idéologie et dogmatisme. Et cette véritable histoire d'amour entre la finance et la gauche n'a jamais cessé. En 1992 et 1993, Michel Sapin, alors ministre de l'économie et des finances du gouvernement de Pierre Bérégovoy, va méthodiquement courir le monde pour que la dette française soit détenue par l'étranger. La part du marché mondial passera ainsi de 30% à 70%. Ce qui nous rend évidemment moins libres encore. Michel Sapin ouvrit ainsi notre pays à la dépendance des fonds de pension et autres âpres gains qui n'hésitent jamais à démanteler les entreprises industrielles et à les vendre à la découpe. Le profit avant le travail a toujours été leur mot d'ordre. Quand on sait que c'est ce même Michel Sapin qui aujourd'hui est en charge du projet de François Hollande avec Laurent Fabius, eh bien il y a de quoi être inquiet. Ah, il est bien loin, le rêve français. Cette collusion entre le Parti socialiste et la grande finance internationale sera plus vraie que jamais avec François Hollande. Et pour donner un signal de soumission au marché financier, il a désigné Pierre Moscovici comme directeur de campagne. Or, tiens, Pierre Moscovici, eh bien là encore, il faut rappeler la vérité aux Français. Pierre Moscovici est le vice-président du Cercle de l'Industrie, fondé en 1993 par, devinez qui? Dominique Strauss-Kahn. Eh oui, Le Cercle de l'Industrie, c'est un groupe de pression pour défendre les intérêts des grandes entreprises et travailler avec le MEDEF, travailler avec l'Institut de l'entreprise et la table ronde des industriels européens. Oh, je ne vais pas vous énumérer la liste des membres du conseil d'administration de ce cercle, mais sachez qu'il réunit la fine fleur du CAC 40. Les entreprises membres du Cercle de l'Industrie ont réalisé en 2009 800 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Plus grave encore, ensemble,
La gauche et la droite ont donné un incroyable monopole au marché financier grâce à la loi de 1973. Celui de prêter à taux exorbitants à l'État, à notre État. Et cela fait 40 ans que ce scandale dure, que cette captation de l'argent des Français par les marchés dure, dans l'indifférence générale des petits marquis qui nous gouvernent. Elle est pourtant là, mes amis, la vraie et la première cause de la dette de la France. Qui seul propose de revenir sur cette emprise des marchés financiers? Moi, bien sûr. Qui seul propose d'arrêter cette privatisation scandaleuse de l'argent public, qui fait que l'argent que nous donnions à l'État, il nous le prêtait à taux d'intérêt très bas pour pouvoir investir dans notre avenir, dans nos écoles, dans nos routes, dans nos hôpitaux. Et que depuis 40 ans, on nous a interdit cela, mes amis. On nous a obligés à aller emprunter sur les marchés financiers qui nous ont imposé des taux d'intérêt de plus en plus lourds. 1 400 milliards d'euros d'intérêts versés depuis 40 ans sur 1 700 milliards d'euros de dettes. Je le répéterai tout au long de cette campagne pour que les Français soient conscients du niveau de captation et de vol dont ils ont été la victime. Alors, que peut-on raisonnablement espérer, mes amis, de ces gens-là? Rien. Ils ne sont pas des hommes libres, ils sont soumis aux maîtres qu'ils se sont choisis. Banques, marchés financiers, et donc bien sûr les agences de notation. Mais regardez-les, tous, les yeux rivés sur les agences de notation, guettant une parole d'elles comme on attend la parole du Messie. Ils sont dans la main des marchés financiers, dans la main des banques et peut-être même au bout de leur fil, marionnettes d'un minable petit spectacle qu'on réactive tous les 5 ans pour faire croire qu'on s'oppose. Au CAC 40 aussi, ils sont soumis, bien sûr. Ce CAC 40 dont ils regardent fébrilement le cours varié, qui règle leur vie. Et ça, à la limite, c'est leur problème. Mais qui surtout, et ça, c'est inadmissible, décide de la politique de la France et de la vie des Français. Rappelons-nous, mes chers amis, de la vérité. C'est un gouvernement de gauche, celui de Lionel Jospin, qui a le plus privatisé sous la Ve République, qui a le plus bradé nos services publics et donc notre patrimoine national. Air France, France Télécom, les autoroutes. N'était-ce pas déjà Lionel Jospin, sans que François Hollande n'y trouve d'ailleurs rien à redire? Pourquoi le PS puis l'UMP ont-ils eu besoin de brader les sociétés d'autoroutes qui aujourd'hui nous font payer très lourdement ce choix absurde en augmentant sans cesse leurs tarifs, en matraquant de manière inadmissible un automobiliste déjà traqué par le pouvoir? Qui a tout libéralisé à coups de traités, de directives européennes insensées? La poste, l'électricité, le gaz, le train. C'est bien la gauche, c'est bien la droite, main dans la main, unis pour complaire à leur maître de la finance. N'avez-vous pas été frappés par le silence assourdissant du Parti socialiste lorsque l'UMP, par la voix du ministre M. Borloo, a ouvert le marché du gaz en janvier 2010 à JP Morgan et Goldman Sachs, les deux grandes banques américaines au cœur de tous les scandales de la spéculation? Et je ne vous rappellerai pas ces épisodes douloureux, dégradants pour le peuple que nous sommes, le grand peuple que nous sommes. Ce grand peuple qui a toujours placé la politique au-dessus de tout et qui a vu un président de la République se soumettre d'une façon aussi voyante aux puissances d'argent. Oui, mes amis, je vous épargnerai le souvenir du Fouquet's, du yacht de Bolloré, des relations incestueuses du pouvoir avec des groupes de presse détenus par l'industrie, par l'armement, par les banques, les copinages, les trafics d'influence, les enrichissements sans cause, les scandales. Oui, j'épargnerai aux Français ce spectacle désolant qui est comme une tache sur notre drapeau national parce qu'il souille tout ce qui fait la grandeur de la France et qu'ils sont une insupportable offense au génie de notre peuple. Mais nous devons les avoir à l'esprit.
pour savoir quand nous mettrons un bulletin de vote dans l'urne dans quelques mois, si le nom inscrit sur ce bulletin de vote est un nom soumis ou un nom affranchi, si c'est un nom esclave ou si c'est un nom libre de toutes les pressions. Finances et politique chez eux font très bon ménage, parfois même trop bon ménage. Eh bien, en avril et en mai prochain, ce sera au peuple français de faire le ménage. Au fil d'informations que l'on traque comme ça, que l'on voit passer dans un journal ou furtivement à la télévision, on apprend qu'il n'y a pas qu'à l'argent, qu'il n'y a pas qu'à la banque, qu'il n'y a pas qu'aux puissants qu'ils sont soumis. Ils sont aussi soumis à des puissances étrangères. De gauche, de droite, la grande mode aujourd'hui, c'est de se succéder en rang serré au Qatar. Habitués des séjours à Doha, ils entretiennent des relations extrêmement troubles avec cet émirat. Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, Dominique de Villepin, François Hollande, qui vendredi encore envoyait Laurent Fabius faire des courbettes aux émirs, Frédéric Mitterrand, Bertrand Delanoë, tout ce petit monde y a ses habitudes. Tout ce petit monde y fait de juteuses affaires. Tout ce petit monde participe sans gêne aucune à la stratégie d'influence pour le moins étonnante du Qatar dans notre pays. Je pose alors des questions. Pourquoi en 2008, le Qatar a-t-il obtenu le vote à l'Assemblée nationale et au Sénat d'un statut fiscal exorbitant pour ses investissements en France? Avez-vous entendu les responsables politiques venir vous informer de l'exonération des plus-values immobilières qu'ont obtenu un certain nombre d'investisseurs qataris? Savez-vous que ceux du Qatar qui viennent s'installer en France vont être exonérés pendant 5 ans du versement de l'ISF, alors que vous-même, vous voyez vos impôts locaux, vos impôts nationaux augmenter, que 24 taxes ont été créées? Ah, ça c'est un secret que l'on conserve dans les couloirs du pouvoir. Ils n'ont donc rien à dire. Ils ne s'inquiètent pas, l'UMP et le PS, de voir cet émirat racheter les uns après les autres les intérêts stratégiques de la France, de racheter les filiales de Dexia, d'investir dans l'eau, dans Veolia, d'investir dans Areva, d'essayer de racheter nos mines d'uranium. Pourquoi l'UMP et le PS ne voient-ils rien à redire à ce que le Qatar ait créé en décembre dernier un fonds de 50 millions d'euros destiné aux Français d'origine arabe dans les banlieues françaises? N'est-ce pas là développer le communautarisme contre la République? N'est-ce pas là la volonté de la part du Qatar de développer sur notre sol une stratégie d'influence au bénéfice d'un État étranger? Mais que cache donc ce système Qatar que seul j'ose évoquer clairement parce qu'il s'agit bien d'un système? Eh bien, je pose des questions et j'attends des réponses. Oui, mes chers amis, la gauche et la droite et leurs porte-drapeaux aujourd'hui ne sont pas libres. Ils sont soumis et ils se soumettent à des pays dont je dis clairement ici que leur politique est dangereuse. Car je sais bien que chez les puissants qui nous gouvernent, l'argent n'a pas d'odeur. Et pourtant, il est impossible de fermer les yeux sur le fait que le Qatar finance et arme des djihadistes, des fondamentalistes islamiques dans à peu près tous les pays où ceux-ci cherchent à avoir une influence. Il est impossible de ne pas dénoncer le fait que le Qatar a financé les djihadistes en Libye, qu'il finance les fondamentalistes en Syrie,
Et c'est cela qu'on laisse venir investir dans les banlieues françaises. Vous rendez-vous compte, mes amis, du danger que représente cette prise de pouvoir sur nos territoires? La gauche et la droite ne sont pas libres. Ils sont soumis, emmêlés dans les innombrables réseaux qui les tiennent, entravés par toutes leurs compromissions, empêchés par leurs multiples allégeances. Les hommes de l'UMP, du PS et du centre sont des esclaves du système qu'ils ont construit. Face à leur soumission, moi seul incarne la liberté. Oui, mes amis, je suis une femme libre. La seule candidate qui trouble cette campagne, qui terrorise le système par ma liberté et par ma franchise. Mes chers compatriotes, je ne dépends d'aucun pouvoir. Je n'ai pas de maître. Je n'ai pas d'autre cause à servir que la France et le bien-être des Français. Oui, je suis libre. Et de cette liberté, je tire ma force. Je suis libre, parfaitement libre. Et cela fait de moi une ennemie à abattre. Personne ne me tient. On ne m'a pas acheté. Je ne suis pas à vendre. Personne ne me fera dévier de ma route. Mon chemin est tracé, il est droit. Et je ne reconnais comme souverain légitime que le peuple français. C'est lui que je représente et c'est lui que je défends. Mes amis, vous me connaissez depuis longtemps. Certains d'entre vous m'ont même vu naître. Toute petite, dans l'ombre, d'abord, de Jean-Marie Le Pen, puis votre porte-parole au fil des années. Jamais je n'ai renié le combat de la défense de la France. Jamais je n'ai menti. Jamais je n'ai pensé à autre chose qu'à vous. Je ne me suis pas obligé de jouer un rôle comme les autres quelques semaines avant l'élection parce que je ne passe pas mon temps à faire l'inverse de ce que je dis. Cette liberté rend tous les espoirs possibles. Elle seule permet le changement, le véritable changement que nos compatriotes attendent au plus profond d'eux-mêmes. Alors oui, mes amis, en avril et en mai, vous aurez à faire un choix décisif entre la liberté et la soumission, une femme libre ou des hommes enchaînés. Et ce choix déterminera l'avenir de la France, un pays libre ou une nation esclave. Je serai aux côtés des petits face aux gros. Je stopperai les privatisations, je partirai à la conquête de notre patrimoine. Je séparerai par la loi les banques de spéculation et les banques de dépôt. Je mettrai fin au monopole des marchés financiers en rétablissant la Banque de France, notre Banque de France, dans les prérogatives qu'elle n'aurait jamais dû abandonner. Je rendrai la justice de notre pays à ceux qui la créent, c'est-à-dire à vous. J'affaiblirai considérablement les marchés financiers qui n'auront plus la main sur notre destin. Je veillerai aussi à ce que tous les ministres et tous les hauts fonctionnaires fassent une déclaration de conflit d'intérêts avant de prendre leurs fonctions pour éviter l'insupportable mélange des genres qui caractérise l'ère UMPS. Oui, je ferai le choix de la PME, de la PMI, de la TPE et pas du CAC 40. Ce sera la justice fiscale, ce sera l'accès prioritaire de la petite entreprise au marché public. Et tout cela ne pourra se faire qu'en remettant à plat les traités européens dont la gauche, le centre et la droite voudraient qu'il reste à jamais notre prison.
Ah, mes amis, que le système se bouche les oreilles, il va frémir. Mais c'est bien l'ordre. L'ordre économique et social, la prééminence de la liberté sur la soumission de la politique sur l'économie qui permet le redressement national. Oui, c'est bien l'ordre face à la loi de la jungle qui permet la justice et la liberté. J'ai parlé, mes chers amis, de ma liberté face à leur soumission. Je suis une candidate libre de toutes les chaînes auxquelles ils se sont attachés. Et si je le suis, c'est parce que je veux être la candidate aussi d'un peuple libre. C'est pour la liberté du peuple tout entier que je me bats, et qu'on ne s'y trompe pas. La liberté du peuple français ne cessera de reculer tant que le désordre continuera de progresser. Sans ordre, une société ne peut pas être libre. C'est un message fondamental que chacun doit entendre. Il n'est pas de société libre qui ne soit ordonnée. Il n'est pas de liberté dans l'anarchie. L'anarchie, c'est pourtant au plus haut niveau de l'État qu'elle s'est installée dans notre pays. L'anarchie au plus haut niveau de l'État, contredisant le devoir d'exemplarité qui est celui du gouvernement de la République, s'est installée dans notre pays comme une mauvaise leçon infligée à tout le peuple français. Dès l'arrivée de Nicolas Sarkozy, l'ordre républicain s'est volatilisé. C'est un pouvoir non civilisé qui a commencé de s'exercer, irriguant ses mauvaises pratiques dans l'ensemble de l'action de l'État. Président jouisseur, président sans entrave, Nicolas Sarkozy a très vite dégradé sa fonction et est allé aux yeux du peuple français éberluer l'indécence quotidienne de son comportement. Irrespectueux des formes républicaines, irrévérencieux devant les institutions et plus grave, devant les Français même, il a dès le début de son quinquennat donné l'image d'un président en dehors de sa fonction. Ce n'est pas un président de la République que nous avons élu, mais un profiteur de la République qui s'est installé à l'Élysée. Tout nous dit, mes chers amis, tout nous montre qu'il s'est installé à l'Élysée non pas pour gouverner, mais pour s'y faire plaisir, et partant faire plaisir à ses amis. Je ne reviendrai pas sur Nicolas Sarkozy, ses histoires de couple. Je ne reviendrai pas sur Nicolas Sarkozy en vacances à Petra ou chez Mickey, avec sa nouvelle conquête. Souvenez-vous, c'est l'époque où il nous disait « c'est du sérieux ». Je ne reviendrai pas sur le pathétique « casse-toi, pauvre con », même s'il est éminemment révélateur de la triste conception que se fait Nicolas Sarkozy des Français, de ceux qui n'évoluent pas dans le star system qu'il a l'habitude, lui, de côtoyer, de ceux qui n'appartiennent pas à son univers bling-bling. Je voudrais vous donner un autre exemple de ce que je considère comme un véritable désordre républicain, comme une dérive inacceptable au plus haut sommet de l'État, celle de la parole publique. Comment peut-on accepter que le président de la République puisse passer son temps à travers ce qu'on appelle les off? Vous savez, ces paroles, soi-disant tenues secrètes, mais qu'on s'empresse de rendre publiques et qui brouillent la parole présidentielle. Car observez le petit manège auquel le président se livre sans cesse. En toutes occasions, il parle. Il bavarde avec un public choisi dont il sait très bien d'ailleurs qu'il va révéler au public les propos tenus. Off, lors des petits déjeuners de la majorité. Off, lors des rencontres avec les journalistes. Off en Guyane, off par-ci, off par-là. Off à toutes les occasions pour contenter des journalistes gourmands de confidences en tout genre. Dans ces fameux off, le président est finalement plus vrai que nature. Vulgaire, violent, agressif et fanfaron. On en apprend à chaque fois des vertes et des pas mûres. Il se permet d'entrer dans des détails sur sa stratégie de candidat à l'élection présidentielle. Il se permet de critiquer la campagne des uns et des autres. Il donne ses petites leçons de politique. Il distille ses commentaires acerbes sur des adversaires politiques qu'il n'a même pas le courage de venir défier sur le terrain de la démocratie.
Un tel est nul, l'autre faible. Celui-ci n'est pas au niveau. On nous rapporte de ses offres tel jour qu'il a une pêche d'enfer et qu'on va voir ce qu'on va voir. On nous rapporte le lendemain que Nicolas Sarkozy est déprimé et qu'il pleurniche parce qu'il sent qu'il va perdre. Et comparer cette parole off avec la parole officielle. Regardez le contraste avec le président qui se présente devant les Français. Vous savez, dans ces émissions façon RTF, qu'on nous impose tous les 15 jours, ces aimables causeries avec des journalistes dévoués. Encore demain, d'ailleurs, aux 20h de France 2, pendant 20 minutes. Ah, c'est alors un président mielleux qui s'exprime. Un président surtout pas candidat. Un président forcément gentil et respectueux. Un président qui ne voudrait pas qu'on parle de ses états d'âme. Parce que vous savez, il préside. Il n'est pas candidat. Il ne veut pas parler de sa petite personne qui compte si peu. Mais quel décalage! Quelle étrange conception de sa relation avec le peuple français. Mais pourquoi cette dualité de la parole présidentielle? Pourquoi ce besoin de distordre et ainsi de décrédibiliser la parole présidentielle? Pourquoi cette incapacité à la retenue, à la pondération? Pourquoi cette incapacité à la franchise et à la lisibilité de la parole publique? Parce qu'au royaume de Nicolas Sarkozy, tout est anarchie jusqu'à la parole donnée. Et la parole est à l'image de l'action. L'action présidentielle tout entière est désordonnée, brouillonne, illisible. Mais quelle est la ligne politique finalement de ce président de la République? On avait déjà du mal à la deviner lors de la campagne de 2007, mais depuis qu'il est élu, on ne la voit plus du tout. Il n'y a aucune cohérence dans son action. C'est à 100 jours de la fin de son mandat, se prenant sans doute pour Napoléon, que Nicolas Sarkozy lance 1000 chantiers, soi-disant chantiers destinés à relancer l'emploi. Autant de bombes, de propositions chocs, dont il espère qu'elles vont lui faire remonter la pente des sondages. Mais le problème est double. Non seulement personne n'y croit, mais en plus cela renforce l'absence totale de cohérence de son action. Or, nous le disons avec force aujourd'hui, il faut une cohérence dans l'action publique pour donner à tous ce qui manque. Une perspective, savoir où l'on va, un cap, en un mot, un chemin. C'est la seule solution, mes amis, pour redonner de l'espoir au peuple français. Bon, sans lui proposer au peuple français une ligne claire, une vision stable de l'avenir, et s'y tenir, ça n'est quand même pas si difficile que cela. Et Nicolas Sarkozy fait tout l'inverse. Ce grand cirque n'est pas fini, parce qu'il paraît qu'il a encore plein de propositions chocs dans son chapeau, alors préparez-vous. On rirait bien si on n'avait pas affaire au président de la République. On rirait bien s'il ne s'agissait pas là de la magistrature suprême, celle à qui notre Constitution donne des pouvoirs si importants. On ne peut pas traiter ainsi la fonction de président de la République. On doit respect à cette mission confiée par le peuple français, souverain. C'est un minimum. Président de la République, ce n'est pas un job, comme il se plaît trop souvent à le dire, mais c'est encore moins un numéro de cirque. C'est une charge lourde, sérieuse, qui implique la plus grande maîtrise de soi-même. Cette légèreté au plus haut niveau de l'État n'a pas pour seule conséquence cette incohérence et cette illisibilité de l'action publique. Elle entraîne aussi, mes amis, de véritables dérives dans l'appareil d'État. Le mépris pour la règle, le mépris pour l'ordre républicain ont autorisé au plus haut niveau de l'État les pires dérives mafieuses et ont distillé le venin de la violence. Que tous les Français lisent Les Mallettes de la République, le livre de Pierre Péan, et ils verront que la mafia a pris ses marques au plus haut niveau de l'État. Qu'ils lisent le livre de Madame Coignard, L'oligarchie des incapables, pour se rendre compte des conflits d'intérêts, des abus de pouvoir,
de l'utilisation des moyens de l'État pour l'enrichissement de quelques-uns. Ne dérangez pas les ministres, messieurs, ils font des affaires. Et c'est en France la morale publique qui est la première victime de ce désordre au plus haut niveau de l'État. Je veux remettre de l'ordre dans cette République. Et je veux en premier lieu lui remettre la morale publique partout où elle a disparu. La morale publique. La morale publique, un concept bien lointain dans nos esprits. Je le disais tout à l'heure sur les nominations de ministres et de hauts fonctionnaires qui doivent être exemplaires et minutieusement vérifiées. Mais tout doit être minutieusement vérifié. Les notes de frais doivent aussi faire l'objet d'une publication au nom de la transparence et pour éliminer les dérives d'un système qui, honnêtement, a trop souvent tendance à confondre sa carte bleue avec celle du contribuable. Élu, je ferai un audit sur toutes les cessions du patrimoine des Français effectuées depuis 5 ans, et notamment sur les conditions de ces ventes et sur leurs bénéficiaires. Cet abaissement de la morale publique contre lequel je veux lutter, il joue par un terrible phénomène d'exemplarité et de mimétisme dans toutes les strates de la société. Il explique que partout se développe ce terrible sentiment d'impunité, cette véritable indifférence devant la règle, cette désinvolture devant la loi. Ce mauvais exemple venu d'en haut, il contribue tout directement à cette vertigineuse montée de l'insécurité et à l'aggravation de ces formes qui minent aujourd'hui notre peuple. C'est l'ultraviolence, cette barbarie parfois qui aujourd'hui sévit et progresse, n'épargnant quasiment plus aucun territoire, touchant surtout évidemment les plus modestes et les plus faibles d'entre nous, et notamment nos personnes âgées. On dit souvent que la sécurité est la première des libertés, mais il ne suffit pas de le dire. Il faut partout sur le territoire national, d'urgence, rétablir l'ordre républicain pour qu'effectivement la liberté d'aller et venir de nos concitoyens soit enfin rétablie. Arrêtons le laxisme. On l'a reproché à Jacques Chirac, mais est-ce que quelque chose a changé? On l'avait reproché aux socialistes, mais est-ce que quelque chose a changé? Rien n'a changé en matière de lutte contre le désordre dans notre pays. C'est vrai qu'au-delà de la fermeté que j'exigerai de nos institutions, je proposerai aussi la création de l'injonction civile. Cette décision judiciaire qui interdira aux voyous de revenir après leur peine sur les lieux de leur forfait et dans les environs. Ils ne pourront plus y retrouver leurs compères de vice, leurs mauvaises habitudes et cesseront ainsi d'importuner, de brutaliser et d'agresser les braves gens. On démantèlera les bandes et on protégera les victimes. Je ne confonds pas, mes amis, je ne confonds pas l'autorité de l'État avec l'autoritarisme. Et si je suis attentive à rétablir l'ordre républicain, c'est justement parce que je suis très sensible au respect des libertés individuelles. C'est même au nom des libertés de tous les Français que je veux qu'on rétablisse l'ordre dans notre pays. Mais il faut arrêter de tergiverser. Tout le monde sait bien qu'il y a un moment où il faut faire preuve d'autorité. L'accompagnement social, l'éducation, toutes les meilleures intentions du monde ne peuvent pas tout. Il y a bien un moment où il faut aussi punir. Il y a bien un moment où il faut aussi sévir.
On les a analysés. Ces maladies de la gauche et de la droite, cette myopie qui consiste à être obsédé en toutes circonstances par le bien-être, la compréhension, l'explication du criminel ou du délinquant et de ses agissements, en oubliant systématiquement les victimes. Et c'est insupportable. Notre compassion, et il faut l'assumer, notre compassion, notre empathie, notre aide, notre soutien, c'est aux victimes qu'ils doivent aller, et à personne d'autre. L'UMP n'a rien changé. Qu'ils arrêtent leur discours. Taisez-vous, monsieur Guéant, avec vos enfumages perpétuels. Vous avez fait la même chose que la gauche. Vous avez une main molle en toutes circonstances. Vous avez continué à déverser des milliards dans la politique de la ville. Vous avez laissé les voyous prospérer. Vous avez acheté la paix sociale avec notre argent. Et ces milliards de la politique de la ville sont aussi ruineux qu'inefficaces. Vous avez hérité la politique de la ville des socialistes, mais vous n'avez pas changé d'orientation. Au contraire, messieurs de l'UMP, vous avez gardé le pire. Eh bien, parmi mes priorités politiques et budgétaires, moi je l'assume très clairement, il y a la sécurité et la justice. L'un ne va pas sans l'autre. Eh bien, les deux bénéficieront d'un soutien clair de ma part à la tête de l'État et constitueront un coût pour la nation, un coût que j'assume. Mais c'est un coût provisoire, parce que c'est un investissement, pour abaisser ensuite l'insupportable facture morale et financière de l'insécurité. L'insécurité, mes chers amis, c'est quelque chose d'ailleurs de bien plus large que la seule insécurité physique qui menace chaque jour nos compatriotes et détruit la vie de milliers d'entre eux chaque année. L'insécurité, c'est aussi le désordre qu'on impose dans tous les domaines de la vie économique et sociale à des individus ainsi privés de libertés fondamentales. Je pense à l'entrepreneur qui ne peut pas se fier à la loi fiscale parce qu'elle ne cesse de varier sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Taxes supprimées, remplacées par d'autres, rétablies, recréées, aggravation permanente du maquis fiscal dans lequel nos petites et moyennes entreprises tentent de surnager. Mais quand les règles changent tout le temps, c'est la liberté d'entreprendre qu'on tue à petit feu. Il faut là aussi fixer un cap, s'y tenir et assumer ses choix. Je m'engage à faire des réformes et à m'y tenir et à ne pas y revenir parce que les Français et les entrepreneurs ont besoin de règles et de stabilité. Mais, vous savez, mes amis, ce qui vaut pour l'entreprise vaut aussi, malheureusement, dans notre pays, pour tous les acteurs économiques, y compris les salariés. Combien se sentent aujourd'hui en insécurité dans leur propre entreprise, plongés dans la loi de la jungle économique, sans pouvoir se protéger face aux licenciements boursiers, ces monstruosités que la loi de la finance impose pour les grands groupes. Ce désordre qui fait que chaque jour se font et se défont les stratégies des entreprises à la petite semaine sans se préoccuper de la carrière des salariés. La menace de la délocalisation qui pèse sur tant de nos entreprises empêche les salariés et leur encadrement de se projeter dans un quelconque avenir. Mais là aussi, l'insécurité fait loi. Je vous le dis clairement, la flexibilité du travail réclamée à grands cris par le MEDEF est en situation de crise économique un piège, un moyen de se plier au chômage et à la concurrence déloyale présentée comme des fatalités. Mais vous les entendez? Ah, bah oui, qu'est-ce que vous voulez?
C'est comme ça, ma bonne dame, hein, c'est la loi du commerce. Bah oui, ça oblige à changer notre vision de l'économie et de l'homme. Le salarié jetable, voilà la solution qu'ils ont trouvée. Aujourd'hui, il faut se soumettre à la précarité et s'estimer heureux de surcroît, d'avoir quelques mois de contrat, quelques heures de travail par semaine. Réjouissez-vous, braves salariés jetables, et ne râlez pas, il y a pire que vous. Mais c'est l'absence de règles, la dérégulation totale, la loi de la jungle qui sont à l'origine de cette insécurité permanente. S'y soumettre, mes amis, c'est accepter l'inacceptable. Quelle banque prêtera à un salarié à temps partiel pour payer les études de ses enfants? Quel propriétaire louera un logement à un salarié en CDD? Quelle vie? Quels investissements dans la construction de leur vie pourront faire demain ceux à qui l'on prédit l'insécurité professionnelle permanente? Comment acheter un bien immobilier pour mettre un toit sur la tête de ses enfants quand la mobilité est devenue une exigence? Est-ce cela que nous voulons? Est-ce cette société-là à laquelle nous allons nous soumettre? Une société nomade, une société déracinée, une société où règne le chantage permanent. Bah écoutez, hein, vous baissez vos salaires ou alors c'est le chômage. Vous allez vivre en Pologne à 300 € ou alors c'est le chômage. Mais qui ne voit pas que nos dirigeants nous livrent à un système économique dont ils sont eux-mêmes les gardiens zélés? Mais qui ne voit pas que notre peuple devient prisonnier de la peur qu'engendre l'insécurité professionnelle et sociale? Cette insécurité est voulue, mes amis. Vous devez le savoir. Cette insécurité physique, psychologique, sociale permanente, organisée, est votre prison. Mais bien sûr, vous avez compris. Cette insécurité, elle brise votre résistance. Elle affaiblit votre audace. Elle étouffe les velléités de revendication, quelles qu'elles soient. Elle vous contraint. Elle vous soumet. Son but est de vous faire croire à une pseudo-fatalité, là où il n'y a que des choix politiques dévastateurs. Tout cela pour qu'enfin, épuisé par la peur de l'avenir, l'angoisse pour ceux que vous aimez, vous acceptiez l'utile renoncement, l'ultime renoncement, celui de prendre vos bourreaux pour vos sauveurs. Voilà pourquoi celui qui dit la vérité doit être exécuté. Voilà pourquoi celui qui prône la sécurité et la stabilité est un danger pour le système et que tous les moyens sont bons pour le faire taire. La calomnie, le mensonge, l'injure, le mépris. Et jusqu'à l'élimination politique, puisque maintenant, c'est l'élimination politique qui a pris le pas sur l'assassinat physique des anciens systèmes totalitaires. Cette entreprise, d'ailleurs, mes amis, de démolition psychologique, est aussi développée à l'égard de nos jeunes. Regardez le sort que l'on réserve à ces jeunes cherchant à s'intégrer dans le marché du travail, à qui on ne propose que des stages à répétition, jeunes qui s'enfoncent dès leurs premières années de travail dans la précarité. Cette précarité qui ruine tous les efforts d'intégration sociale.
qui anéantit leur tentative légitime de s'installer dans la vie, d'essayer d'avoir pour horizon autre chose que l'incertitude et l'inconnu. Bien sûr qu'il faut inscrire dans la loi l'interdiction de plus de 8 mois de stage. Les stages à répétition sont une inacceptable condamnation à la précarité perpétuelle. L'insécurité des jeunes ne vient pas que du travail d'ailleurs. Elle existe dans la vie tout court. Les jeunes ne parviennent plus à acheter un logement, alors qu'on sait très bien que c'est un acte fondamental dans une vie, que c'est le premier pas vers la stabilisation, la consolidation, la création d'une famille et d'un foyer. Quand on est jeune et qu'on veut élever un enfant avec le minimum de tranquillité que cet investissement requiert, mais comment y parvenir quand on n'a pas de logement décent? Quand la perspective même d'accéder à la propriété devient pour beaucoup un rêve inaccessible. C'est pour ça que j'ai créé dans mon projet le chèque premier logement, qui sera ce coup de pouce qu'attendent nos jeunes pour s'installer et fonder un foyer. L'insécurité, c'est aussi celle du quotidien, le quotidien des familles françaises devant le drame de la cherté de la vie. Comment assurer son avenir et celui de ses enfants dans la sérénité, quand on se demande chaque mois comment on va le finir? Avec quelles ressources? Je pense à toutes ces mères de famille qui, l'inquiétude au ventre, se livrent à des privations qu'on n'imaginait plus possibles il y a encore 30 ans. Mais quelle régression! Quelle régression de devoir compter pour tout. Quelle régression de voir des jeunes hommes, des jeunes femmes et même nos anciens faire les poubelles des centres commerciaux pour remplir le ventre de leurs enfants pour survivre. Quelle indignité! Et c'est sur ce constat-là que l'UMP et le PS veulent se faire élire. Alors ça n'est pas seulement Marine Le Pen qu'il faut interdire d'élection, c'est l'élection elle-même qu'il va vous falloir supprimer pour empêcher le peuple de venir vous demander des comptes. Enfin, le désordre, mes amis, n'est pas seulement économique, social. Il est aussi dans notre société le désordre moral, devant l'abandon des principes fondamentaux de notre République. L'abandon progressif de nos exigences démocratiques où, selon le bulletin de vote choisi, les voix ne se valent pas. Il y a des voix qui comptent et il y a des voix qui ne comptent pour rien. Un système où des millions de Français sont privés de représentation à l'Assemblée nationale. Ou des monopoles syndicaux qui ne représentent plus personne, embrigadent le dialogue social et la cagnotte d'argent public qui va avec. Un système où le peuple est privé du droit au référendum, pourtant inscrit dans la Constitution, ou pire, trahi dans sa décision quand celle-ci déplaît aux oligarques, comme en 2005, lors du référendum sur la Constitution européenne. Mais c'est aussi l'abandon progressif de notre laïcité devant les revendications communautaristes de groupes fondamentalistes qui cherchent, avec succès d'ailleurs, à faire plier nos lois et nos valeurs pour y substituer les leurs, affaiblissant ainsi notre unité et notre identité. Mais à qui doit-on en vouloir le plus? À ces fondamentalistes ou à ceux qui se soumettent devant eux? Car le désordre moral qui frappe notre société et contre lequel nous nous devons de lutter est aussi celui de la dénégation de nous-mêmes, de l'affaiblissement, de la fierté d'être ce que nous sommes. Nous devons être fiers de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs, de nos traditions. Mais enfin, nul ne doit
pouvoir nous faire culpabiliser de notre patriotisme et même de notre chauvinisme si nous le voulons. Pourquoi donc serions-nous le seul peuple à ne pas pouvoir défendre notre identité et notre culture sans être traités d'égoïstes et de frileux? Pourquoi serions-nous le seul peuple à ne pas vibrer au son de notre hymne national, à ne pas aimer notre drapeau? Mais par quelle extraordinaire inversion des valeurs, par quel désordre national serions-nous contraints de nous excuser, d'être fiers et amoureux de notre histoire, de notre patrie, de nos valeurs, de notre mode de vie? Par quelle extraordinaire inversion des valeurs serions-nous contraints d'abandonner notre patrimoine intellectuel et culturel, de le laisser se dissoudre, s'affaiblir, s'effacer au bénéfice de cultures sûrement respectables, mais qui ne sont pas les nôtres? Par quelle extraordinaire perversion du cœur et de l'esprit devrions-nous accepter d'oublier que les Français sont chez eux en France? Ceci leur donne des droits, et même celui d'exiger que la France reste la France. Défendre la démocratie, exiger le respect de notre identité, assurer la pérennité de notre civilisation et de ses valeurs, donner des repères, faire revenir l'ordre dans notre pays à tous les niveaux, c'est le seul moyen d'assurer pleinement les libertés des Français. Sans ordre, mes amis, je le dis avec solennité pour conclure ce discours, sans ordre, il n'y a pas de progrès, pas de développement individuel. C'est un mensonge éternel de la gauche à ce sujet que de faire croire qu'en méprisant l'autorité de l'État, en imposant le multiculturalisme, en affaiblissant les lois de la République, on protège les libertés de nos concitoyens. Au contraire, on les bafoue toutes, les unes après les autres. Et c'est une sacrée trahison de la part de la droite de s'être emparée de l'ordre comme d'un thème électoraliste et qui, par sa jouissance du pouvoir, cette droite a tout oublié de ce qu'elle avait pourtant promis. Je serai, mes chers compatriotes, cette présidente qui ramènera la raison dans notre pays et qui redonnera à chacun la dignité que doit permettre un contrat social respecté par tous. La liberté n'est qu'un fantasme quand règne l'anarchie sociale, politique, culturelle, économique. Je ne me soumettrai jamais à la démagogie de quelques-uns qui ont choisi de jouir sans entrave et qui condamnent les autres, l'immense majorité, à la loi du plus fort dans tous les domaines. Je veux permettre à chacun dans notre République de vivre dignement, librement, délivré du joug de la précarité, de l'injustice que crée le désordre, délivré de tous les asservissements que nous impose un modèle à bout de souffle. Il est temps de tourner la page et de redevenir clair sur ce que nous voulons pour nous, pour notre avenir, pour nos enfants, pour notre pays. Il est temps d'être fort, il est temps d'être fier, il est temps d'être libre. Vive la République!